Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece et plus précisément pour une vidéo théorie à propos de Marie-Joise. Dans cette vidéo, je serai amené à vous expliquer à travers plusieurs éléments que Marie-Joise n'est pas très loin de subir son plus grand incident qu'elle n'ait jamais connu de son existence. Bien plus qu'à l'époque de l'intrusion de Fisher Tiger, bien plus qu'au moment où il y a eu l'armée révolutionnaire qui a libéré les esclaves et qui a causé un bordel sans nom lors du sommet de la rêverie. Tout ça à côté, c'était de la rigolade comparé à ce que je vais vous présenter et vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout ça est dit, nous allons pouvoir établir le sommaire de notre vidéo qui sera divisé en deux parties différentes. La première partie sera consacrée à vous expliquer mon raisonnement de A à Z en passant par M et vous expliquer pourquoi je pense que Marie-Joise va subir prochainement une révolte, une révolution des peuples qui habitent la mer Bleue. Cette partie s'intitulera « À l'aube d'un désastre imminent ». Ensuite, nous enchaînerons avec la deuxième partie qui sera à propos de l'incident de Marie-Joise et qui vous expliquera mon idée du bordel sans nom qui pourrait conduire au plus grand incident jamais connu pour la Terre Sainte de Marie-Joise. Le sommaire de notre vidéo étant à présent achevé, nous allons pouvoir enchaîner dans le vif du sujet, mais avant toute chose, n'oubliez pas que qui dit vidéo théorie dit forcément vidéo qui contiendra du spoil, donc si toi derrière ton écran tu n'es pas à jour au niveau des scans, ce n'est pas la vidéo la plus adéquate pour toi. Néanmoins, je ferai attention à mettre dans la timeline les différents passages où il y aura du spoil. Donc, toi, il te suffira juste de regarder au niveau de cette dernière quels sont les passages de la vidéo à éviter, si toutefois tu ne veux pas te faire spoil sur les chapitres à venir. Parenthèse spoiler maintenant achevée, nous allons pouvoir enchaîner dans le vif du sujet et commencer par opérer un petit changement d'overlay afin de faciliter votre compréhension et l'explication de la théorie dans sa globalité et ensuite enchaîner dans les grandes lignes. Donc let's go, c'est parti, en avant la musique. Voilà, nous sommes à présent bien installés, il ne reste plus qu'à commencer avec la première partie de notre vidéo. C'est au chapitre 1060 que nous découvrons l'existence d'une arme capable d'anéantir une île tout entière sans rien laisser mis à part un énorme trou béant après son passage. Son nom, Mother Flame, une arme avec un potentiel de destruction aussi puissant que celle d'une arme antique. À ce jour, les armes antiques ont toujours été présentées comme des armes pouvant rayer de la carte au moins une île entière si ce n'est plus. Seules deux autres puissances nous ont été présentées à ce jour pouvant rivaliser avec les armes antiques. En première, nous avons Lady Narok présent dans le 11e film de One Piece et en deuxième, nous retrouvons le Mother Flame qui nous a été présenté au cours du chapitre 1060. Partant du principe que nous savons pas si ce qui est présent dans les films est canon à l'œuvre oui ou non, à ce jour, le Mother Flame serait la seule arme pouvant rivaliser avec la puissance des armes antiques et donc pouvant garantir la protection du gouvernement mondial. Aujourd'hui, l'heure est grave, car en effet, à présent, le Gorosei et Im-sama passent à l'action avec cette fameuse arme de destruction massive, et pour cause, c'est au chapitre 1060 que le royaume de Lusia fut rayé de la carte par Mother Flame. Néanmoins, tout gouvernement mondial et hauts dignitaires de ce monde qui sont, ils ne peuvent pas passer outre les conséquences de cet acte d'annihilation. En d'autres termes, l'énorme séisme ressenti après l'attaque de Mother Flame sur le royaume de Lusia, qui a été ressenti à travers tout Grand Line, mais également à travers les autres mers, East, West, Nord et South Blue. Une catastrophe naturelle qui ne manqua pas d'inquiéter les habitants des différentes îles impactées durant la secousse, comme représenté dans le chapitre 1086. De plus, la disparition du royaume de Lusia a provoqué une montée du niveau de la mer équivalent à 1 mètre. À cet instant, une question demeure. Qu'est-ce qu'a fait le royaume de Lusia pour mériter un tel sort ?
La réponse est simple. Le royaume manifestait des signes de révolte à l'égard du gouvernement mondial. Voilà pourquoi Im-sama, au chapitre 1060, a décrété, et je cite, que le royaume de Lulusia n'a jamais existé. Pensant pouvoir une fois de plus maquiller ce qui s'est passé par rapport au royaume et en partant du principe que personne n'aurait pu survivre à une telle attaque, le gouvernement mondial classa sans suite cet incident. Malheureusement pour eux, ce n'était pas du tout le cas, car en plus d'avoir complètement raté leur coup, c'est au chapitre 1082 que nous apprenons le retour de Sabo et des habitants du royaume de Lulusia à bord de l'un de leurs navires. Et à cet instant, non seulement tout est bien qui se termine bien, mais en plus, nous avons des témoins qui ont vu la puissance du gouvernement mondial à l'œuvre et qui peuvent témoigner de leur agissement. Pas besoin d'être devin pour deviner qu'une telle attaque ne peut être ordonnée que par le gouvernement mondial, si vous voulez mon avis. Évidemment, le peuple du royaume de Lulusia savent pourquoi ils se sont fait attaquer, car au chapitre 1082, on voit que bon nombre d'entre eux souhaitent rejoindre les rangs de l'armée révolutionnaire. Conclusion, le gouvernement mondial a tout simplement détruit le royaume parce qu'il manifestait des signes de révolte. À cet instant, nous pouvons observer le schéma d'une prophétie divine qui s'abat sur un peuple, et si on prend en considération que Mother Flame est la manifestation de la colère divine du gouvernement mondial, on peut assimiler le même scénario s'étant produit à Skypiea où le dieu Ener a détruit l'île céleste, laissant également derrière cette attaque un énorme trou béant. Dans un cas comme dans l'autre, nous avons deux puissances appartenant à deux mondes différents qui ont tenté d'annihiler un royaume, laissant en guise de souvenir que destruction et désolation. Si on se réfère à ce qui s'est passé sur Skypiea et qu'à ce moment précis, l'ensemble de la population a pu échapper à son funeste destin, bien que le peuple de l'île céleste ne manifestait pas de signe de révolte, ce n'était pas le cas des Chandia qui eux sont partis au combat face à Ener et ses 4 Pela afin de récupérer leur mère patrie Upper Yard, jadis colonisée par le peuple de l'île céleste lors de son arrivée dans les cieux. Les mots révolte et révolution sont les mots clés qui seront synonymes de désastre pour le gouvernement mondial, car seule une grande révolte peut briser la suprématie et leur dictature. Mother Flame ou pas, l'histoire nous a prouvé à de nombreuses reprises et encore aujourd'hui que rien n'est plus dangereux qu'un peuple en colère. Et c'est à ça que le gouvernement mondial aura prochainement affaire. N'oublions pas que de leur côté se trouve le symbole de la révolution, à savoir Sabo, et par définition Sabo appartient à l'armée révolutionnaire. Révolutionnaire, révolte, vous voyez un peu le schéma qui se dessine. En effet, c'est au chapitre 1054 que nous apprenons que l'influence de Sabo a dès lors surpassé celle qu'exerce Monkey D. Dragon par rapport aux révolutionnaires, et ce n'est pas exagéré d'imaginer que ceci pourrait conforter les différents peuples à s'élever contre le gouvernement mondial et leur doctrine. Cette négligence qu'ont commis le Gorosei et Im-sama en manquant l'objectif de l'annihilation du royaume de Lulusia pourrait avoir des conséquences gravissimes pour les dragons célestes. La révolte des différents peuples de la mer Bleue peut être associée à un coup d'État visant à faire tomber le gouvernement mondial. Cependant, depuis tout à l'heure, nous parlons de révolution, révolte, coup d'État, mais qu'est-ce qui motiverait les différents peuples à se soulever ? À mon sens, on peut trouver 3 mobiles de ce soulèvement contre la noblesse mondiale. Le premier est la promesse d'un avenir meilleur. La deuxième est la vengeance à l'égard des personnes qui auraient perdu un membre de leur famille au profit des dragons célestes. Esclavage, mariage forcé, etc., etc., et j'en passe des vertes et des pas mûres. Et en troisième, il y a la protection de leur propre vie. N'oublions pas que depuis One Piece, le gouvernement mondial est responsable de 4 grands crimes toujours à ce jour impunis. Le premier est le massacre de la population de God Valley. Le deuxième est la destruction du royaume de Lulusia et de l'île d'Ohara.
Le troisième est le meurtre du souverain du royaume d'Alabasta, le roi Nefertari Cobra. Et enfin, et surtout en quatrième, la très probable disparition de l'ancien royaume, probablement causée également par le gouvernement mondial. À chaque fois, le gouvernement mondial s'octroie des droits qu'il ne mérite pas et c'est à travers ces différents crimes historiques que nous pouvons voir leur façon de procéder. Même si les populations locales ne sont pas au courant des crimes commis par le gouvernement mondial, ils connaissent très bien leur attitude, surtout les habitants de l'île Sabaody qui voient passer régulièrement des dragons célestes à cause du marché d'esclaves qui se passe dans les différents groves. Pour tous ces actes commis par la noblesse mondiale et le danger qu'ils représentent, les différents peuples devront se révolter. Il en va de la sauvegarde de leur pays, il en va de leur propre survie. Au total, si on fait le décompte, 3 grands groupes d'individus peuvent se soulever contre le gouvernement mondial et tous dirigés par un leader des plus charismatiques. En premier, on retrouve les révolutionnaires dirigés par Monkey D. Dragon, associés aux différents peuples des autres royaumes de la mer Bleue. En deuxième, on a évidemment les pirates qui seraient dirigés par Monkey D. Luffy et son équipage, les pirates qui pourraient également recevoir le soutien des anciens grands corsaires déchus de leur rang. Bien évidemment, dans le cadre d'une alliance avec l'équipage de Luffy, je pense aux corsaires alliés à l'équipage, comme Boa Hancock, Mihawk, Jinbei et pourquoi pas Crocodile, qui a participé aux côtés de Luffy à la guerre au sommet, même si c'était motivé par d'autres raisons. Pour les autres, comme ils ne sont pas alliés à l'équipage, je les laisserai de côté. Également présent sur le champ de bataille, on pourrait imaginer voir le peuple des Minks, mais également le peuple des Tontatta, qui sont tous deux alliés à l'équipage de Luffy. Et à cela, il ne faut pas oublier l'arrivée de la grande flotte de Luffy, qui dispose de pas moins de plus de 5000 hommes. Tout ce beau monde réuni sous la bannière de la piraterie. Enfin, pour terminer, le troisième groupe qui pourrait se dresser face au gouvernement mondial pourrait être la marine et plus précisément le Sword qui ne dépend pas directement des ordres de Sakazuki. Je viens de parler de la marine, il me semble? Non, vous n'avez pas rêvé, pour la bonne et simple raison qu'au sein de la marine, on a déjà pu remarquer qu'un certain nombre de personnes s'interrogeaient sur l'idéologie de la justice démontrée par la marine. Cela a commencé dès la saga Alabasta où nous retrouvions Tashigi en proie à d'énormes doutes dans le rôle que devait jouer la marine pour défendre la population locale des méfaits orchestrés par Crocodile. Après cela, nous avons eu le cas de Smoker lors de la guerre au sommet où ce dernier ne comprenait pas pourquoi les combats ne s'arrêtaient pas alors que techniquement la victoire de la marine était assurée au moment des faits. Et évidemment, il y a le cas de Kobe qui souhaite promouvoir une idéologie de justice qui soit beaucoup plus juste que celle que veut promouvoir le Gorosei et la marine d'Akainu. Le fait que je souhaite incrémenter la marine ou plus ou moins certains de leurs membres au sein d'un groupe de personnes voulant se révolter contre le gouvernement mondial n'est pas anodin dans la mesure où l'une de ces grandes figures qui jouit du statut de héros de la marine possède une idéologie de la justice à l'opposé de celle que promouvoit Akainu. J'ai nommé Monkey D. Garp. Alors oui, certes, à l'heure actuelle, Garp est dans une situation critique, mais aux dernières nouvelles, il n'est pas mort. Donc, pour ce qui est de cette théorie, on va partir du principe que Garp a pu être libéré après sa capture lors de son assaut sur l'île de la Ruche. Ce dernier se positionnerait à présent comme leader du groupe de la marine qui souhaite se révolter. Pour conclure cette partie, à ce stade, est-ce que vous voyez où je veux en venir avec 3 groupes d'individus dirigés par 3 personnes portant la lettre D? Les 3 étant au sommet de la hiérarchie de chacun de leurs partis,
Nous aurions 3 personnes cherchant à révolutionner l'ordre établi en faisant tomber le gouvernement mondial avec leurs alliés respectifs. Le rôle de la cause commune est dès lors une évidence. À savoir, Monkey D. Dragon pour les révolutionnaires, Monkey D. Luffy pour la piraterie et Monkey D. Garp pour les Marines. Vous me direz probablement ok pour le cas de Monkey D. Luffy et Monkey D. Garp. Mais peut-être que vous ne serez pas d'accord avec mon choix de placer Monkey D. Dragon en chef de file pour les révolutionnaires à la place de Sabo. Ce que je peux tout à fait comprendre de par le fait que ce dernier, à présent, exerce une plus grande influence. Il n'empêche que, pour ce qui est de l'expérience, Monkey D. Dragon est bien plus expérimenté que Sabo. C'est indéniable. De plus, il ne faut pas oublier la symbolique du Di. Ici, on retrouverait toute une famille de Di qui mènerait une énorme révolte contre le gouvernement mondial et donc, par définition, Im-sama. Sabo, aux dernières nouvelles, n'est pas un Di, donc ça ne fonctionnerait tout simplement pas. À présent, nous allons pouvoir entamer la deuxième partie qui va viser à vous expliquer comment l'incident de Marie-Joise va se produire et aussi et surtout comment se rendre en Terre Sainte. C'est très important. Donc, let's go, c'est parti! À présent que nous avons nos 3 groupes d'individus ainsi que leurs 3 leaders, la question reste, comment tout ce beau monde vont-ils pouvoir se rendre sur Marie-Joise afin d'effectuer leur assaut? Question plutôt sensée quand on pense qu'il existe seulement un passage connu à ce jour pour accéder à Marie-Joise. Celui qu'on a découvert lors de la rêverie. De mon point de vue, il existe un scénario qui permettrait à l'Alliance d'arriver à Marie-Joise sans éveiller le moindre soupçon. Si je vous disais que la solution la plus simple pour arriver au sommet de Redline nous a été teasée il y a bien longtemps. Lorsque l'on connaît Oda et son penchant pour le foreshadowing, est-ce que cela vous étonnerait ? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Le scénario le plus adéquat pour franchir Redline, sans éveiller le moindre soupçon, nous a été révélé il y a de cela quelques années, précisément à l'époque de l'arc de Whole Cake Island. C'est au chapitre 825 que nous apercevons un énorme escargot tractant une partie du royaume Germa Double Six sur son dos et c'est au chapitre 841 que nous apprenons que ces petites bébêtes peuvent franchir Redline en rampant plus ou moins sur la falaise. Alors attention, il n'est pas question ici de dire que le Germa Double Six participera à la fameuse révolte orchestrée par l'Alliance révolutionnaire pirate marine. Néanmoins, ce type d'animaux marins n'est pas exclusif au Germa Double Six. Ce qui veut dire par définition qu'on aurait aussi la possibilité de trouver ces animaux pouvant porter des bateaux, des habitations, etc., etc. Il n'est même pas impossible d'imaginer que Monkey D. Dragon, de son côté, possède des informations pour savoir où se trouvent ces animaux marins relativement utiles pour gravir Redline. De plus, on a pu remarquer à travers One Piece que beaucoup d'animaux avaient la possibilité de transporter des navires, des habitations, afin de pouvoir les déplacer. Ainsi, toute l'alliance destinée à la révolte pourrait arriver au sommet de Redline sans avoir la moindre difficulté et en arrivant en toute discrétion. Rappelez-vous, lors de la partie 1, je vous ai dit que les alliés de Luffy et de son équipage pouvaient s'apparenter d'un côté aux anciens grands corsaires, Boa Hancock, Jinbei, Mihawk, etc., etc., et de l'autre côté, le peuple des Minks et le peuple des Tomtata. Et il ne faut pas oublier l'existence d'un atout majeur qui serait du côté de l'Alliance, à savoir Zunesha, le grand pachyderme géant bien qu'il soit trop petit avec ses 35 km de haut pour atteindre le sommet de Redline, pourrait constituer une aide indispensable et majeure pour l'Alliance pirate révolutionnaire marine. Dans le cas présent, Zunesha pourrait rester en bas afin de bloquer les navires qui pourraient être appelés en renfort lors de l'assaut sur Marie-Joise.
Si on part du principe que Luffy pourra prochainement s'adresser à lui maintenant qu'il a éveillé son pouvoir de Joy Boy, parce que je vous rappelle un détail, c'est que il est évident que Joy Boy et Zunisha pouvaient dialoguer l'un et l'autre. Pour moi, ça ne fait absolument aucun doute. Même si, dans les faits, au moment de l'attaque sur Onigashima, Luffy n'a pas entendu la voix de Zunisha parce qu'il était, à mon humble avis, trop occupé pour combattre Kaido qui se trouvait en face de lui. Ça paraît un peu logique quand on y pense. Avec ce qui s'est passé lors de l'arc Zou au chapitre 821, Zunisha avait détruit la flotte de Jack et en partant du principe qu'à l'époque Zunisha n'avait pas reçu l'ordre de combattre, on a bien vu quel était le résultat une fois que Momonosuke lui a ordonné de riposter. Disons-le clairement, la flotte de Jack s'est fait éjecter en 2 temps 3 mouvements. Littéralement, si Zunisha resterait en bas de Redline pour contenir les navires de la marine, disons-le clairement, les navires subiraient le même résultat et quand bien même qu'il y aurait des grandes pointures de la marine qui viendraient à la rescousse, je vois mal ces grandes pointures faire le poids face à l'énorme éléphant qu'est Zunisha. Moi je dis ça, je dis rien. 35 km d'eau, je vous rappelle, quand même. Enfin, un petit peu moins, j'imagine, parce que la moitié de son corps est immergée par la mer. Je sais pas, à vérifier. Toujours est-il que ça reste quand même excessivement haut. Et à côté, le pauvre amiral, le pauvre Marinsky voudrait, porter atteinte à Zunisha, bah, il est quand même assez mal barré. Alors, à cet instant, j'en vois déjà certains me dire que même si Zunisha resterait en bas de Redline, ce dernier serait une cible facile pour le Mother Flame. Là-dessus, on est d'accord. À cette problématique, j'ai une belle petite astuce, car imaginez un seul instant qu'il y ait sur Zunisha une personne possédant les pouvoirs d'un fruit du démon capable de dévier toutes les attaques, quelles qu'elles soient. Un peu à l'image du pouvoir de Lady Alvida ou encore de la barrière de Bartholoméo, qui sont des pouvoirs de fruit du démon relativement défensifs. L'idée serait d'avoir une personne possédant les pouvoirs du fruit du démon de la déflexion, tout en sachant que ce dernier aurait éveillé au préalable les aptitudes de son fruit du démon. Pour que vous ayez une vision correcte de ce que j'imagine sur ce que j'entends sur le fruit du démon de la déflexion, je vais vous parler du personnage de Midnight, personnage issu du manga Fairy Tail qui utilise la magie de la déflexion. C'est littéralement de lui que m'est venue l'idée de créer le fruit du démon de la déflexion. Lorsqu'on voit ce dernier combattre Erza dans le manga, il n'a besoin d'esquiver pratiquement aucune de ses attaques, quelles qu'elles soient. À partir de là, on peut dire que c'est un pouvoir relativement efficace et utile dans la discipline défensive et, dans l'idée, je me suis dit, pourquoi pas incorporer une personne dans One Piece qui ait le même type de pouvoir issu d'un fruit du démon. La parenthèse sur ce que j'entrevoyais par rapport au fruit du démon de la déflexion est à présent achevée. Rappelez-vous le principe d'éveiller le pouvoir d'un fruit du démon. Il permet d'influencer l'environnement à portée de son utilisateur. Et là, je suis sûr et certain que vous voyez ce que j'ai plus ou moins en tête. Imaginez un instant que l'utilisateur du fruit de la déflexion puisse transmettre d'une façon ou d'une autre le pouvoir de la déflexion à Zunisha, le rendant pour ainsi dire invulnérable. Que se passerait-il lors de l'attaque de Mother Flame sur Zunisha ? Eh bien c'est très simple, l'ensemble des attaques de Mother Flame seraient déviées par l'immense corps du pachyderme géant et par conséquent ça rendrait l'attaque de Mother Flame complètement inoffensif. Avouez quand même que l'idée est bien trouvée, le fruit de la déflexion qui protégerait l'énorme pachyderme géant. Bien sûr, je dis ça, mais il n'est pas question pour le propriétaire d'utiliser son éveil sur l'ensemble de l'éléphant, because le mastodonte possède une taille considérable. Néanmoins, l'idée serait que son utilisateur utilise son éveil sur le dos, le dessus de Zunisha.
En partant du principe que Motherflame ne peut provoquer uniquement des attaques venant du dessus, Zunesha serait protégé. Alors, résumons un peu ce qu'on vient de dire. On a réussi à trouver un moyen pour l'Alliance révolutionnaire pirate marine d'accéder au sommet de Redline. Nous avons trouvé le moyen de stopper les renforts qui pourraient venir de la mer Bleue avec Zunesha. On a également trouvé le moyen de protéger ce dernier d'une attaque préventive de Motherflame avec le fruit de la déflexion imaginé par votre hôte. Eh bien, à présent, il ne reste plus qu'à parler de l'assaut à proprement parler sur Marie-Joise. À ce stade de la théorie, il ne reste plus qu'à l'Alliance de mettre le gros bordel en plein cœur de Marie-Joise. Affronter les différents antagonistes principaux, je veux bien sûr parler d'Hugo Rosseil et tous les hauts gradés qui se trouvent en Terre Sainte, à ne pas oublier dans la liste les différents chevaliers divins accompagnés de la probable armée de la Terre Sainte destinée à protéger les dragons célestes et le gouvernement mondial. Le tout géré et orchestré par Im-sama, bien évidemment. À présent, au niveau des combats individuels, comment ça se passerait? On retrouverait inévitablement un affrontement principal qui opposerait Im-sama à la réincarnation de Joy Boy, j'ai nommé Monkey D. Luffy. De plus, il ne faut pas oublier probablement la présence d'Akainu qui aurait sa place sur le front afin de protéger la Terre Sainte à l'image de ce que nous avons vu au cours du pétage de plomb, je dirais, de Kuma. Il y a de cela quelques chapitres. Ceci permettrait à Oda de nous offrir un combat que beaucoup d'entre nous attendons depuis longtemps, à savoir le combat de Sabo contre Akainu. Ce combat permettrait à Sabo de venger la mort de Ace, mais aussi de démontrer à Sakazuki que savoir bien utiliser le pyrofruit peut permettre à son utilisateur de rivaliser avec son fruit du démon. Il n'est pas impossible, dans les nombreux combats qui auraient lieu, de voir le duo Monkey D. Dragon et Monkey D. Garp faire front commun pour affronter les 5 doyens à eux deux. Je sais personnellement que d'imaginer un combat comme celui-ci me hyperait de malade. Après, pour les combats avec les chevaliers divins et d'autres ennemis encore inconnus à ce jour, on pourrait avoir des équipes mixtes mêlant à la fois pirates, anciens grands corsaires, marines et révolutionnaires. Cela pourrait nous donner des combinaisons intéressantes comme Zoro et Mihawk contre un adversaire, à côté Robin et Crocodile contre un autre adversaire, avec à côté Bonnie et Kuma, etc., etc. Je vous laisse faire vos duos favoris à votre convenance. L'idée étant de créer une nouvelle dynamique mettant en avant des personnages que nous n'avons pas eu l'occasion de voir sur le devant de la scène. En l'occurrence, ici je pense à Dracul Mihawk ou encore Bois Hancock. La grande question est également de savoir s'il y aura des dommages au niveau de cet énorme affrontement contre le gouvernement mondial. Comme vous avez pu le constater au cours de ma théorie, on n'a pas fait mourir Monkey D. Garp ainsi que Kuma, pour la bonne et simple raison qu'il n'est pas impossible que l'un des deux perde la vie au cours de cette fameuse grande bataille. Au cours de cette énorme bataille qui déterminerait le destin du monde dans le futur. Bref, beaucoup d'idées pourraient être mises en avant au cours de cet incident sans précédent sur la Terre Sainte de Marie-Joise et je pense que ça offrirait à Oda de quoi pas mal s'éclater au niveau du dessin. Et ben écoutez les amis, nous arrivons au terme de cette deuxième partie et au terme de cette vidéo. Donc maintenant les amis, en bonne et due forme, nous allons pouvoir repasser sur l'overlay ordinaire et enchaîner avec la conclusion de notre vidéo. Let's go, c'est parti. Voilà, je suis de retour. Bah les amis, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie avec cette vidéo théorie. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané.